vous avez consacré votre vie à Charles Fourier. Et grâce à vous, depuis les années 67-68, nous avons pu lire, on peut dire, l'œuvre complète, la première édition de l'œuvre complète de Fourier, dont l'édition critique de la théorie des 4 mouvements avec des extraits du Nouveau Monde amoureux, et ensuite le fameux livre qui a été, bon, on peut dire, inédit et mis sous la table pendant plus d'un siècle et demi, le Nouveau Monde amoureux, qui va maintenant ressortir aux presses du réel dans la collection L'écart absolu en octobre 2013. Alors, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est comment avez-vous rencontré Fourier? Alors j'allais y répondre d'ailleurs parce que vous parlez consacrer sa vie. Je disais, je suis arrivé à Fourier tardivement. Ma vie avait été consacrée d'abord au socialisme, au marxisme. J'avais été une communiste convaincue dans mon enfance adolescente au lycée. J'avais été ensuite dans la résistance. J'avais rompu avec le Parti communiste au moment du pacte germano-russe parce que j'avais fort bien compris d'une part que c'était la guerre et d'autre part que c'était la trahison de ce qu'on appelait le communisme, de ce qui était le communisme, de ce qui était Marx. Bon, donc je restais dans la résistance et ensuite toutes sortes d'errements à travers Sartre, etc., jusqu'au moment où, à nouveau, j'avais rejoint les communistes dans la résistance pour ensuite les quitter très vite à l'arrivée de Maurice Thorez. Donc c'est vous dire, j'avais tout un passé de militante active. Et tout à coup, au contraire, la solitude familiale où je me sentais en mal de politique. Et tout à coup, en effet, un ami historien m'a apporté la théorie des 4 mouvements, dans l'édition originale d'ailleurs que j'ai toujours, et il m'a dit, ça t'intéressera peut-être, cette théorie des passions. Je n'ai pas été intéressé, j'ai été passionné. J'ai trouvé là justement quelque chose qui n'était pas dans les idéologies abstraites et les idées même de l'économie qui étaient absolument des idées. J'ai trouvé là la source de la vraie réalité humaine, c'est-à-dire de soi, le mouvement passionnel avec ses variantes sensitives, affectives, etc., et le réel que ces passions trouvent en affinité avec elles. Donc j'ai trouvé une mine, comme dit Fourier, j'ai apporté autant de mines on en avait au Pérou, et c'est vrai. Et je le redécouvre maintenant quand très tardivement, après tout cela, 68, c'est déjà vieux, où j'ai publié en effet, comme disait Michel Giraud, les premiers textes et l'édition complète. Ben, depuis longtemps, mon interprétation continue avec un homme inépuisable. Oui, récemment, justement, parce que je pensais beaucoup à Sade Fourier, parce que ces deux actualités, comme dit Klossowski, l'un, c'est Sade, a été le devin de la pathologie de notre monde industriel, c'est-à-dire la pathologie totale, parce que ce nouveau monde industriel entraîne les guerres, les atrocités, indirectement les camps nazis, etc. Donc, le devin de la pathologie actuelle du péril dans lequel on est toujours, le volcan partout à droite et à gauche, et d'autre part, c'est lui qui trouvait un palliatif. Et qu'est-ce que c'était ce palliatif? La source humaine de l'existence, tout simplement, et radicalement. Donc voilà, et maintenant, en étudiant justement et en cherchant entre la perversion de Sade et son délire en prison, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était en prison, et la solitude qu'il déclare jusqu'au paradoxe, il y a en face celui qui déclare on n'existe que par l'autre et avec l'autre. Et par conséquent, c'est l'opposé absolu, et en même temps, cet opposé absolu, ben justement, c'est à l'écart absolu aussi. Et récemment, en faisant une nouvelle incursion dans le nouveau monde amoureux, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai remarqué déjà, mais pas suffisamment développé, un côté tout à fait curieux, le moment où tout à coup, avançant, comme ça, dans le nouveau monde amoureux qu'il raconte pour lui-même, puisqu'il n'a jamais publié, et où il est parfaitement libre, justement, de tous les disciples timorés qui l'effrayaient, et quand il parlait de sexualité. Et donc, dans le nouveau monde amoureux, il commence par un lyrisme déclaré, l'amour, le fanal dans l'abîme des ténèbres, etc. Et puis, il continue sa prospection sexuelle. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est le corps et l'âme, donc il y a la sexualité. Et il arrive aux manies libidineuses, amoureuses, dit-il, les plus nombreuses. Il y en a des manies partout, mais celles-là sont les plus nombreuses. Alors, quand il arrive aux manies, eh ben, il dit d'abord, après tout, bon, il y a les vieillards claquistes qui sont
pour une impuissance d'amour, des manies, c'est d'abord en effet la carence de ce qu'on pourrait vivre. Et puis c'est, ma foi, des bizarreries, comme par exemple cet homme qui bichonnait une femme dans son lit pendant des mois et se bornait comme récompense à lui caresser, à lui gratter les talons. Un gratte-talon, bon, alors naturellement, un Freud serait là et dirait un fétichiste, etc. Lui, il se dit, c'est la dame bienveillante et la partenaire complaisante était heureuse, cet homme était jeune, beau, elle l'appréciait, elle avait cette qualité de ne pas mettre en hyper-apologie la sexualité, donc elle s'enchantait de ce compagnon bizarre. Et je la félicite, disait-il, de ce... Bon, et puis il passe, mais quand même il reste de ses manies, et tout à coup il découvre sa propre manie. Et sa propre manie, comment il la découvre? Ben, il était comme tout un chacun, racontant que si on lui parlait, contrôler sa fienne. Et tout à coup, dans une scène, dit-il, par hasard, alors hasard, ça se discute, hein, parce que c'est un hasard probablement provoqué, il devait être curieux des lieux insolites, qu'on dit des mauvais lieux. Alors, bon, en tout cas, il est tout à coup ému suffisamment pour découvrir ce qu'il ne savait pas. Il était prosophianiste, comme il dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'avais le goût des saphiennes et de favoriser tout leur plaisir. Et nous voilà vraiment à l'écart absolu. C'était dans un temps où on emprisonnait les saphiennes si on les découvrait comme les pédérastes, comme on disait. Et lui, non seulement il découvre ça, mais d'abord il se demande, il me pose la question qu'on peut se poser dans un texte très bref, hein, très concis. Lui qui est prolixe, là c'était concis. Parce qu'il va à son processus de chemin. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir ce qu'on va faire des manies. Donc, bon, et dans son processus de pensée, il arrive qu'il découvre donc ça. Et comment est-ce que ça existait, ce désir des saphiennes, ce goût des saphiennes? Eh ben, ma foi, c'était carrément inconscient, puisqu'il déclamait contre les saphiennes comme tous les civilisés, avant de découvrir qu'il en était ému et qu'il les aimait. Alors, donc, c'est un désir latent, probablement, c'est un désir inconscient en tout cas, c'est une potentialité. Autrement dit, il découvre là ce qui commande tout, c'est-à-dire les potentialités irréalisées. Alors, donc, et il va tout de suite en tirer la conséquence. Cette manie, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est la manie des omnigines, c'est-à-dire des grands caractères, des rois de passion, des reines de passion. Parce qu'on va dire tout de suite, c'est encore un mâle qui va dominer les femmes. Non, pas du tout, il dit, hein. Les omnigines, c'est des femmes ou des hommes. Et par conséquent, les femmes sont pédérastistes et les omnigines, et les hommes omnigines sont saphiénistes. Donc, c'est les grands caractères, c'est les grands pivots d'harmonie. Ils vont harmoniser harmoniser la société entière, changer tout, à partir d'une manie. À partir de là, il passe rapidement. Hein. Et puis, il passe rapidement parce que cette manie inoffensive, comme celle du gratte-talon, et il y en a d'autres qui ne sont pas inoffensives. Il y a par exemple une dame Strogonoff qui torturait sa belle esclave parce qu'elle ne savait pas qu'elle l'aimait. Bon, et puis il y a Néron et de Sade, et on y arrive. Alors ceux-là, Odin aussi, tous ces gens-là, c'est des gens qui engorgent, dit-il, c'est-à-dire barrent, entravent complètement, étouffent une passion. Et Néron et de Sade, c'est la composite et l'alternante, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus essentiel, ce qui permet justement de réaliser une sorte de réalité transitionnelle entre soi et l'autre, de réaliser le mouvement, une des variantes du mouvement passionnel, des sensitives comme des affectives. Alors naturellement, on peut faire aussi, on devrait une digression là, parce que les sensitives, c'est lui qui l'invente, parce que là, on n'avait jamais parlé de passion sensitive, c'est-à-dire qui correspondent aux 5 sens. Et il dit très bien que, enfin, il suggère très bien que ceux qu'on croit le plus passif, réception passive des stimuli extérieurs ou intérieurs ou internes, ça suppose au moins une tendance à boire, à entendre, etc. Sans ça, dit-il, sans ça, il n'y aurait pas d'existence humaine. En tout cas, il n'y aurait pas de passage de l'interne à l'externe, il n'y aurait pas, etc. Donc, c'est de là qu'est réalisée la véritable réalité humaine, c'est-à-dire ce composé de passion
du dehors, d'autrui et des choses, de la nature ou des objets humains, sans quoi, encore une fois, il n'y aurait ni existence humaine, ni création de la société, des arts, des sciences. Oui, mais là, il parle aussi de lui, dit-il, la passion fondamentale pour lui. Pour moi, c'est la même. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés, j'ai rencontré Fourier. C'est la papillonne. Oui, une passion qu'on n'aime pas en France. Alors, justement, Voilà. j'ai dit la composite et Oui. la papillonne. La composite, c'est la composition dont je viens de Voilà. parler. La papillonne, c'est le saut de l'un à l'un. Le principe d'inconstance que l'on déclare vicieux, principe de dispersion, d'inconstance en soi-même et aux autres. Et en réalité, pour lui, c'est justement le principe d'une sorte de liberté. Je me prends, mais je peux me déprendre. Je ne suis pas totalement capté. Et par quoi que ce soit d'extérieur ou par quoi que ce soit de ma propre passion et de mon propre désir. Donc il y a toujours un écart, le fameux écart. Là aussi, il y a un écart. Donc une part de solitude, donc une part de réflexion, donc une part d'imagination, donc une part de toutes sortes d'histoires que se créait aussi bien le peintre que le sociologue, que le scientifique. Oui, mais avec la papillonne, il y a une autre question qui se pose, c'est que Fourier, ici, dit c'est la fondamentale parce que c'est le principe même de la dispersion dans tous les domaines. Oui. La multiplicité, les mille fleurs. Voilà. C'est capital, ça. C'est la possibilité pour chacun d'accéder à la pluralité dont il fait partie. Dans toutes les parties. Et la pluralité immense qui ouvre finalement un champ infini. Parce que c'est illimité. Et ce qui est interdit à l'école. Pardon ? À l'école, c'est interdit. Ah ben naturellement. Voilà. Et tout ça revient à la fin avec le bon sens et la lucidité de Fourier sur une transformation totale de l'éducation, bien sûr. Parce que c'est apprendre à être soi-même et à vivre cette liberté au lieu d'obéir aux normes et à l'éducateur. Donc évidemment. Mais cet écart absolu, en effet, il est aussi l'écart de la papillonne à chaque moment. À chaque moment, il y a une possibilité de se déprendre, donc une possibilité d'un vide. Et ce vide, c'est l'imagination, c'est la réflexion, c'est la création. De l'invention d'une nature qui n'est pas la nature extraordinaire, c'est la nature humaine, intentionnelle, comme il dit. Et ça aussi, c'est un concept parfaitement nouveau. Unir la nature et l'intention, c'est contraire à toutes les philosophies. Oui, et c'est là, alors là justement, on ne dit jamais assez, on ne le dit même pas, pour moi en tout cas, moi je suis né vraiment à 16-17 ans dans Rabelais. C'est l'étrange coïncidence entre la pensée de Rabelais et la pensée de Fourier. Oui, bien sûr, parce qu'il y a aussi, d'ailleurs on pourrait le dire même dans l'énumération des mots, il y a un plaisir des mots quand dans Rabelais, alors c'est absolument criant, mais même dans Fourier, parce qu'il dit beaucoup qu'il est littéré, qu'il ne sait pas écrire, que c'est pas ça qui l'occupe, parce qu'en effet, c'est pas du tout la syntaxe régulière et tout ça qui l'occupe, c'est ce qu'il veut dire. Et il parcourt ce qu'il veut dire avec ce processus de pensée parfaitement libre qu'on trouve dans le Nouveau Monde Amoureux spécialement, mais qu'on trouve partout d'ailleurs, parce que dans ses écrits. Mais donc, ce que je veux dire avec Rabelais, c'est que quand il a une énumération, lui aussi, par exemple tous les défauts de la nature, les venins, etc., il y a une série de mots qui viennent en cascade qui ne peuvent pas s'interrompre. La richesse de la langue, elle lui répond. Oui, il y a la richesse de la langue et l'invention verbale. Et bien, naturellement, il y a des milliers de néologies. Puisqu'il y a des choses nouvelles à dire, il lui faut inventer des mots. Exactement. Non, c'est pour ça qu'il est mis, je pense, à l'écart. Comme Rabelais, d'ailleurs, ils sont mis à l'écart. Oui, bien sûr. Parce qu'ils mettent en cause toute l'éducation. Bien sûr, et mettent en cause toutes les normes traditionnelles. Toutes les normes traditionnelles. Alors, le mariage, par exemple. Naturellement, le mariage... alors, par exemple, aussi, cette fameuse manie, il invente une triade différente, le saphiéniste et les saphiennes. Et il sera suffisamment fort pour remettre de l'ordre dans le couple où il y a toujours un supérieur d'habitude. Lui, il est créateur d'une égalité. Il est intolérant, complètement il sert les saphiennes. Il n'est pas leur dominant. Et donc, il transforme la triade freudienne, le père sacro-saint et la domination. Non, il dépasse de très loin Freud.
Pardon? Il dépasse Freud. Oui, c'est ce que je dis. Oui, Freud est complètement pulvérisé par Fourier. Avant Freud. Peut-être pas pulvérisé, Moi, je vais mais en jusque-là. tout cas, il dépasse la norme Oui. paternelle que représente le père, la mère, l'enfant. Oui, M. Freud était aussi le patron des Ah psychanalystes. oui, naturellement. Il a joué au maître. Il a joué au maître, Voilà. comme le père joue au maître, Voilà. et le safiéniste au servant. Voilà. Au Alors la question maintenant qui m'intrigue toujours, parce qu'on n'en a jamais parlé, c'est vous avez forcément, nécessairement rencontré, je dis peut-être lui, mais André Breton et Loda Fourier. Ben, naturellement. Et Breton lui-même. Ben, naturellement. Voilà. D'ailleurs, Mais quand on les rencontré, Breton? vous le verrez au début du film, justement, Oui. parce que une des personnes avec qui je travaillais me posait la question, vous avez connu Fourier par Breton? Je lui disais non, c'est le contraire, j'ai connu Breton par Fourier. Je venais, comme je vous ai dit, de rencontrer Breton, et naturellement, j'ai rencontré Fourier, je veux dire, et j'ai été voir Breton. Et on a eu une amitié, d'ailleurs, tout de suite, très vive. Et on peut dire qu'il m'avait presque chargé de sortir Fourier. Mais après la publication de Loda Ah oui, Fourier, tout à fait. à cette époque-là, Moi, c'était quand j'ai commencé à connaître. 47-48, Oh, bien plus tard. bien plus dans tard. les années 60. Ah, années 60. Quand j'ai découvert Fourier. Ah oui, années 60. Mais oui. Ah oui, vers Alors, 60. Breton était vieux, c'est vrai, Oui. mais il était lui-même. Hein. Oui. Et avec cette espèce de générosité quand il était ami, et l'inverse quand il était ennemi. Donc vous alliez chez lui. Voilà. Ça a été un poète qui peut-être n'est pas Baudelaire, hein, Oui. mais à part ça, un homme d'une grande valeur et d'une grande générosité, d'une grande. Alors, naturellement, il avait des opinions de tout un cas, et c'était un pape aussi de sa manière. Mais son amitié, sa manière de faire les collections de masques noirs, de s'intéresser à tel point, tout ça, c'est parfait. Hein. Mais vous avez parlé de sa passion pour Fourier? Ben, naturellement. Oui. Parce que vous savez que dans l'œuvre complète, il y a 30 pages inédites de naturellement. Breton. Et l'Ode à Fourier, c'est Oui. un monument d'interprétation. Hein. C'est très beau. C'est peut-être une des choses de Breton que je préfère. Parce qu'il a des inédits dans les œuvres complètes. Il y a Oui. une trentaine de pages consacrées à Fourier, Voilà. dans l'œuvre complète, Oui. qui n'était pas publiée de son vivant, Oui. et où il dit que Fourier, c'est l'avenir. Voilà. Et tout ça, les quelques notes qu'il y a dans tous ces textes sur Fourier sont très bons. Hein. Et il a une passion pour Fourier. Il a découvert en Amérique, c'est curieux, mais c'est comme ça. Oui, oui. Je ne sais plus comment, d'ailleurs, Oui. vers Bah, 44, là, oui, oui, quelqu'un oui. lui a montré Oui. une édition de Fourier. Oui, voilà. Hein, c'est fou quand même. Hein. Oui, c'est Non. probablement l'édition de 41. Oui, probablement celle-là, oui. Oui. Mais bien sûr, moi j'en pense que du bien de Breton. Hein. Alors, le mettre dans sa vie et tout. Et alors, on a raconté qu'il achetait des tableaux pour les revendre, etc. Et ça, c'est vrai, il en a vendu. Il vivait, quand je l'ai connu, très pauvrement, hein, dans sa rue Fontaine. Voilà, il n'avait même pas de service quand Elisa était au Chili, etc. Alors, maintenant, une autre question, parce que là, ça, je pense que c'est aussi le cœur de Fourier. Je vais sortir, j'espère à l'automne, un petit livre qui s'appelle Introduction à la gastrosophie de Charles Fourier. Bah, bien sûr, Ça, c'est fondamental. Un autre chapitre Voilà. formidable, surtout quand Racontez-nous on un peu comment vous voyez la gastrosophie. Surtout quand on aime la bonne cuisine. Voilà. Alors, la gastrosophie, pour lui, c'est tout un chapitre. D'abord, c'est en effet de reprendre ce qui est devenu à la mode, les bons aliments, les bonnes qualités, etc. Le bon pain, le bon vin. Bon. Et puis, la gastrosophie, c'est quand même encore plus, c'est de découvrir les affinités entre les différents éléments naturels et même avec la science, parce que finalement, il y a un lien bizarre. On passe à la science par justement la gastrosophie, c'est-à-dire que la science était comme si elle était une espèce d'assimilation. Tandis que dans les passions, on s'ouvre à l'autre et on reçoit quelque chose, dans la gastrosophie, on avale tout. Et on le transforme en soi, donc on n'a plus l'autre. L'autre, il a été avalé. Alors, vous voyez, le passage de la gastrosophie à la science, c'est assez curieux aussi. Oui, mais là, je vais un peu secouer, parce qu'il se trouve qu'il invente la gastrosophie contre son oncle, Brillat-Savarin, qui lui invente la gastronomie. Avec qui il avait voyagé, Oui. mais qui ne lui suffisait pas, peut-être. Voilà. Ça, c'est possible. Alors, parce qu'il avait voyagé avec oui, Brillat-Savarin. oui, mais alors, vous savez ce qu'il lui reproche à Brillat-Savarin?
il lui reproche, il lui dit, voilà, la gastronomie, on est assis et on reçoit les bons plats. On a des serviteurs, on a des maîtres cuisiniers. Dans la gastrosophie, moi, je demande autre chose. Je demande que la pomme de terre, on la plante, puis on l'arrache, puis on la cuit, la même personne. Voilà. Puis on la sert, et enfin, on chante et on danse. Voilà, très jolie histoire. Parce qu'en effet, c'est l'histoire de celui qui participe dans l'eau et qui connaît par conséquent la chose à sa source. Et qui en sait chercher toutes les saveurs parce que justement, il l'a vu pousser, il sait comment, etc., etc. Et on appelle ça, on peut l'appeler, dit Fourier, le banquet gastronomique. Oui, mais qui est une fête. C'est en même temps, comme son histoire d'assimilation, une espèce de critique de ce qui est prétendu l'objectivité scientifique. C'est une construction abstraite, mathématique très difficile, et on appelle ça l'objectivité. C'est comme si, soi-disant, par cette construction abstraite et opérationnelle, ce qui est vrai, donc on atteint quelque chose quand même, c'est certain. Mais la chose en soi, ça c'est une autre histoire. Oui, alors là Fourier invente... Alors Fourier, pour moi, c'est un inventeur extrême, car il le dit 2 maîtres. Il a Kepler, Newton, Oui. il le dit, Kepler, et le 3e, qu'il cite qu'une seule fois, Linné, le botaniste. Peut-être, mais moi je crois aussi, et ça ferait La classification. Ça fait partie de ce que je veux que vous vous rendiez, oui. C'est Louis-Claude de Saint-Martin. Ah ben bien sûr, j'allais le dire. Jacob Böhm. J'allais vous poser la question de l'illuminisme. Voilà. Je suis absolument sûr aujourd'hui qu'il a lu les livres de Ballanche et de Claude Saint-Martin. Ballanche, parce que d'abord il a fait partie du groupe. Il était à Lyon. Oui. Et non seulement il était à Lyon, mais on a même pu, Lanzac, dire que la théorie des 4 mouvements, c'était des minutes de conférence aux maçons. Ça, c'est pas sûr. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a très bien connu les maçons avec la loge, justement, de Louis-Claude de Saint-Martin. Oui, il a connu la loge lyonnaise avec Ballanche. Oui, absolument, bien directement. Voilà. Et il a même été apprécié par eux. Alors là, la question, moi, c'est une autre question qui est un peu ici une parenthèse, c'est que là, maintenant, je cherche quel est le meilleur spécialiste de Ballanche. J'ai les bouquins, mais je ne sais pas qui. Vous répondre vraiment. Non, comme ça, c'est pour nous. Oui. C'est pour nous. Alors là, on aborde une autre question qui est toujours effacée, c'est bien Fourier et l'ésotérie et l'illuminisme. Jacob Böhm. Et un courant hérétique chrétien. Voilà, exactement. Jacob Böhm. Jacob Böhm, par voilà. Louis-Claude de Saint-Martin, voilà. qui trouvait son alter ego. Voilà. Et ça, alors là aussi, j'avais fait un article que je ressortirai justement. Ah oui, ça c'est fondamental. Hein. Voilà. Jacob Böhm, je pense que c'est fondamental. Hein. Voilà, j'ai des articles là, mais il faut me rendre mon manuscrit. Oui, mais je l'ai. Je sais qu'il est dans un... C'est enregistré. Je sais où il est. C'est noté. Alors, avec Jacob Böhm, il y a une autre question qui se pose, c'est que nous avons des amis anciens du 19e qui ont vraiment lu Böhm et Fourier. Je vais vous citer. L'un s'appelle Stendhal, l'autre s'appelle Balzac, l'autre s'appelle Baudelaire. C'est pas mal. La théorie de l'analogie universelle. Oui. Qu'ils ont pris chez Swedenborg et que lui a pris chez Böhm. Alors, il y a là beaucoup à dire parce que, Stendhal, c'est le rêveur sublime. Oui, voilà. Baudelaire, c'est au contraire, il est venu nous raconter des histoires avec beaucoup d'emphase, mais en fait, etc. En fait, il reprend tout à fait les correspondances. Exactement. Et puis, l'autre, comment vous avez Balzac. dit Balzac, oui, évidemment. Naturellement. Et Rabelais, Fourier. Oui, voilà. Absolument. Tous les écrits relativement mystiques, ésotériques de Balzac. Et là, c'est vrai qu'on a une ampleur, parce qu'avec l'histoire de Böhm, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Ah ben naturellement. Et l'histoire de Böhm et de Louis-Claude de Saint-Martin, qui sont les alter-ego, comme il dit, et Jacob Böhm, c'est passionnant aussi. Et l'imagination comme la reine des facultés. Ah ben oui. Évidemment. Alors ça, naturellement, alors là, les trois, Baudelaire, Stendhal... et Balzac, pour l'imagination, très bien, et l'imagination des personnages, hein, parce que dans Sade, par exemple, il y a des romans indéfinis, des aventures et des délires, mais il n'y a pas de personnages différents, ils sont tous le même modèle et la même expression de lui-même. Et Fourier, alors Fourier, j'avais lu un essai sur Fourier comme prédécesseur, moi je dirais pas, il n'est pas prédécesseur, mais comme fondateur de la caractérologie et de la théorie de Moreno. On peut dire ça aussi, parce qu'il y a les horoscopes, par exemple, et avec la théorie des horoscopes, et il vient par les manies, justement,
Alors là, c'est toutes ces fantaisies, parce qu'il y en a indéfiniment des fantaisies. Il y a des gens qui sont de sens racine, qui disent toujours des choses linéaires selon la rationalité. Lui, il erre partout, ça l'intéresse. Hein. Alors la caractérologie, pourquoi pas? Et on l'a dans le fameux petit livre, Oui, La hiérarchie du coquillage, par qui exemple. est un premier exemple Voilà. de classification. Voilà. Puisqu'on a calculé qu'il avait découvert plus de 950 types de caractères. Fourier. Et je sais pas combien de types de cocus. Oui, exactement, voilà. Hein? Je me rappelle plus s'il y en a 170. Ah oui, oui, non, mais c'est quelque chose d'invraisemblable. Et Hein. en plus, il les nomme. Hein. Oui, il les nomme. Le cornet, Oui. etc. Mais à nous à l'enrichir, hein, Oui, oui. dit-il. Et voilà. Et vous vous souvenez, l'édition critique de la hiérarchie du coquillage, que j'ai d'ailleurs republiée, Oui. celle qui a été faite dans les années 20, par un marxiste d'ailleurs, oui, hein, oui. et il a dédié ce petit livre à tous les cocus de l'université. Voilà. Qui l'ignorent eux-mêmes. Voilà. Ah oui, ça c'est quelque Ah chose. ben, Hein. toute sa critique du mariage, c'est Ouais. excellent, hein, ça c'est certain. Et de l'institution du mariage et du lien de l'institution du mariage avec l'héritage, la transmission du patrimoine. Oui, oui. C'est-à-dire que le mariage est lié à une formation économique, organisation Oui. économique très solide. Oui, 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 oui. Et quand on se fait sauter le mariage, il se oui. demande d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette société qui fait sauter les rois, les églises, et qui ne s'attaque pas au mariage? Eh bien, parce que c'est le plus solide, c'est le pilier. D'ailleurs, il le dit dans une de ses maximes. Le pilier avec le commerce, oui, et ça. Mais vous vous souvenez ce qu'il disait dans une de ses maximes qui était quand même extraordinaire? Il y a deux maximes, moi, qui m'ont frappé. Il dit « L'homme sera libre lorsqu'on aura libéré la femme et l'enfant ». Ah oui. Alors ça aussi, c'est un autre chapitre Ah oui. de Fourier, c'est sa faveur aux femmes. Il n'y a pas de doute que depuis jusqu'à chercher comment elles sont quand elles sont libres, les reines, etc. Et jusqu'aux safiénistes, c'est-à-dire les favoriser dans ce qu'elles ont de plus radicalement autre. Oui. Les omnigines, c'est des dévoués au premier autre, c'est-à-dire l'autre sexe, et par l'autre sexe à tous les différents. Alors le contraire de la misogynie qui règne toujours d'ailleurs, il y a des gens qui prétendent avoir été toujours gênés, plus ou moins, d'autres pas, mais en tout cas ça existe. Et il y a très peu ou il n'y a pas du tout d'auteurs masculins qui ne soient pas quelque part machos, sauf lui. Alors lui, vraiment pas. Et il n'y a absolument aucune thèse de littérature sur Fourier comme écrivain. Rien. Non, Ça, c'est étonnant. c'est difficile, mais ça serait intéressant. C'est quand même étonnant, c'est un écrivain. Pour il vous, est- c'est un écrivain. C'est-à-dire, c'est un homme qui écrit mal, prolixe, des quantités, Oui. et tout à coup une formule éclatante. Qui prouve que tout à coup, il est capable justement de la nature intentionnelle des hommes, par exemple. On en trouverait. Hein, et les inventions de mots, voilà, et puis la spontanéité, puis bon. Mais naturellement, il n'y a pas ça, ça c'est vrai, mais il manque d'ailleurs des tas de travaux qui pourraient être faits. Alors, si vous êtes à l'écoute de ce qui se fait, moi je n'entends pas. J'entends simplement que si je prends des poètes ou si je prends des journaux, souvent je vois Fourier louanger. Alors ça, c'est nouveau. Et de plus en plus réel. C'est vrai, ça c'est vrai. Voilà. Non, mais des chercheurs, il n'y en a pas. Moi, j'ai cherché, on connaît ceux que l'on connaît, qui ont déjà fait des livres, des éditions, après 68. Bien sûr, on le saurait. Après 68. On le saurait. On le saurait, de toute façon. Les 68 arts s'en sont parfois répandus, mais sans l'avoir lu, hein. Comme les Américains d'ailleurs. Il y en a un, tout de même, c'était l'ami de Guy Debord, Van Hagen. Ah oui. Ah oui, Van Hagen, oui. Oui. Hein, je pense que c'est celui qui a le plus lu Fourier. Oui. Hein. Et puis des poètes qui sans doute ont regardé quelque chose parce que ça les intéresse. Et ils le louangent. Et ils le citent. Et maintenant, je ne pourrais pas retrouver toutes les références de ça, mais il y en a beaucoup. Et voilà. Oui, c'est étrange hein, quand on voit disons, la carrière d'individus qui sont à l'écart. On peut dire comme Rabelais, on peut dire comme Diderot, comme Fourier, Proudhon, c'est un autre cas. Hein. Oui. Proudhon très différent, mais c'est un autre cas. Mais alors, si vous citez à l'écart, Rabelais, Diderot ou Baudelaire, ça devient des phares. Oui, Brisset, à l'écart complètement. Oui, alors Brisset, c'est resté tout à fait secret. Oui, ça c'est secret, c'est très difficile. Et Fourier, jusqu'ici, ça ne l'est plus tout à fait. Oui.
Donc c'est peut-être la charnière où tout à coup on le découvrira mieux. Malgré une énorme bibliographie, parce que moi j'ai vu le livre à la bibliothèque, je n'ai jamais pu le De trouver. Beecher? Non, 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 la bibliographie Ah oui. de toutes les études faites sur Fourier depuis le 19e jusqu'à vers 60 par un Russe. Eh ben, certainement, ça ne m'étonne pas du tout. Il a consacré Oui. 30 ans de sa vie à la bibliographie mondiale de Fourier. Et la Il Russe s'est arrêté ouais, en 60. très importante parce Hein? que les Russes faisaient en effet. Alors ça doit être terrifiant comme appréciation. Hein, Ouais. mais enfin, c'est vrai, j'avais su qu'il y avait beaucoup de travaux en Russie. Ouais. Mais là, c'est seulement un livre de bibliographie. Oui, oui, oui. Seulement bien les compris. références. Oui, 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 mais des références. Mais ça prouve que il y avait Et des c'est là où choses, j'ai quoi. appris que Dostoïevski était un fou de Fourier. Ah ben, Voilà. il a été condamné presque Ouais. à mort pour avoir été Petrachevski. Voilà, exactement. Oui. Hein? C'est-à-dire une secte, Mm. un groupe politique qui était fourriériste, en effet. Il n'est pas resté tout le temps, hein, Dostoïevski, mais dans sa jeunesse et à ce moment-là. Et il a écrit des choses que j'ai citées, d'ailleurs des très belles phrases sur la délicatesse de Fourier, son amour de l'humanité, cette sorte de rigueur morale, tout le contraire de ce qu'on raconte habituellement. Vous voyez, le contraire de la bésanie érotique dont Pierre Leroux, etc., l'accuse. Alors là, Dostoïevski, c'était l'appréciation tout à fait contraire. Eh ben, naturellement, et dans son jeune temps, il a été, même il a fallu être condamné à mort, en tout cas, il a fait du bagne. Du bagne, il a fait du bagne, à cause de ça, bien sûr. Oui. Oui, c'est quand même très, c'est assez. Alors, il y a une autre question là. C'est qu'est-ce que vous pensez de sa conception de la niche, le phalanstère comme niche, que la révolution est impossible, il n'y a qu'une solution possible, c'est la prolifération de petites coopératives Voilà. sous le nom de niche ou de phalanstère. Ben, vous savez, Hein? c'est pas tellement faux. Simplement, jusqu'ici, on a réussi à juguler toutes les petites. Il y en a encore quelques petites sociétés de coopératives, mais chaque fois qu'il y a une société coopérative qui marche pas, il y a eu l'exemple de Guise. Naturellement, c'était un paternaliste. Naturellement, c'était pas tout à fait un phalanstère. Et c'était, en tout cas, une coopérative. Parce que quand il est mort, il l'a légué pas à ses enfants, à ses ouvriers. Ça a continué à marcher presque un siècle. Bon, mais le capitalisme habituel finit par les avoir. Alors les petites sociétés coopératives qui subsistent, c'est qu'elles ne gênent pas trop, parce qu'il y a très peu de types. Mais moi, je les ai rencontrés quand il y avait eu des réunions à Rambouillet, où les bourgeois gens sympathiques, ou presque sympathiques, qui ont acheté la colonie, qui se sont fondés une maison de vacances, avaient quand même invité pour cette cérémonie quelques coopérateurs qui étaient les seuls qui entendaient un petit peu ce que je voulais raconter, vous voyez, qui en étaient contents. Les autres qui habitent cet endroit anciennement mal fourriériste d'ailleurs, parce qu'ils ne l'avaient jamais reconnu tellement, ce qu'on est sur Maigre, mais enfin maintenant c'est acheté par des gens qui en font leur lieu de vacances. C'est pas une coopérative, c'est des copropriétaires, tout simplement. Oui. Mais donc là, il y a eu des coopératives que je pouvais encore voir comme existant. Mais naturellement que ça a une des voies intéressantes économiquement qui est indiquée dans Fourier, bien sûr. Et les LIP, il n'y a pas longtemps, montraient aussi que ça pouvait vivre. Mais actuellement, là, depuis 5 ans, il y a une conception, disons, d'écologie globale qui s'appelle la théorie de la décroissance, Oui. qui sont absolument du côté de Fourier. Oui, encore que décroissance est un mauvais mot. Oui, c'est un mauvais mot, je sais. Il faudrait dire autre croissance. Oui, autre croissance, faut Voilà. dire, exactement. Et ça serait du Fourier, parce qu'il n'a Voilà. pas dit qu'on allait revenir Non. aux troglodytes, etc. Non, autre croissance, absolument. Voilà. Pas une croissance fondée sur le capitalisme libéral. Et les profits voilà. et le rendement de chacun. Voilà. Tu rends, alors tu vaux, tu Voilà. rends pas, tu es un déchet, et si tu meurs, tant mieux. Voilà, exactement. Oui, parce que là, ils sont très très proches de... Moi, j'en connais quelques-uns, ils lisent vraiment Fourier. Hein. Ça, c'est très bien, oui. Alors, peut-être il va devenir plus intelligent, parce que jusqu'ici, c'est pas pensé suffisamment. Non, le terme n'est pas bon, de toute façon. Et le terme est mauvais. Ouais. Non, c'est autre croissance. Alors, comme le terme de la croissance indéfinie, oui. c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie, on devrait commencer à savoir qu'on va dans le mur avec. Oui, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs aussi Imaginons qu'ils réussissent leur croissance indéfinie, c'est-à-dire que
un peu plus, il ravage la zone arctique et toutes les populations reviennent. Et c'est forcément des guerres pour essayer d'éponger tout ça, c'est peut-être la fin de l'humanité. Hein. Et ils appellent ça aussi l'économie solidaire. Oui, Hein? oui, ben bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, l'économie solidaire, elle est loin d'être... Avec les autres. avec Réciproque. les autres, avec l'Afrique, avec, Oui, oui, oui. et bien entendu, Oui, l'Asie et la L'Asie, Chine. La Chine. Mais on n'en est pas là. Hein. Et sous la forme de petites entreprises Oui. à taille humaine. Oui, pour le moment, on sait Ouais. très bien que c'est les petites entreprises capitalistes et les petits bourgeois, etc., qui tiennent l'économie d'ailleurs. Les multinationales, elles ne font pas, elles ne font pas travailler les gens. Le nombre de travailleurs, s'il n'y a pas un chômage encore plus grand, c'est parce qu'il y a ces petites entreprises, justement. Mais les petites entreprises, pas du tout coopératives, naturellement. Mais ce qui est tout de même détonnant, là, si on pouvait faire une sorte de bilan de Fourier, c'est que Étienne Fourier, c'est un cas unique dans toute, on peut dire depuis le Moyen Âge, parce que c'est le seul penseur qui pense le jeu, la dépense, le festin, le banquet, la musique. C'est le seul qui le pense avec cette ampleur. Tout ça est absolument vrai, c'est-à-dire qu'il pense la vie quotidienne, et à partir de la vie quotidienne, toutes les créations humaines. Qu'elle soit celle du peintre, du musicien ou de la science. Alors bien entendu, c'est vrai qu'il est unique dans son genre. Et naturellement qu'on pourrait trouver des tas de penseurs sur des points plus particuliers ou qui ont été plus à fond sur lui que lui sur ce point particulier. Mais à part ça, pour un ensemble, une vastitude et une espèce de vue totale en même temps que de vue du plus singulier. Alors ça, c'est unique. Associer la vue du détail, même dit pervers. Alors, ce qui est très curieux d'ailleurs, quand on parle de perversion, lui, il dit manie, ambigu, transition, voilà. C'est-à-dire des mots tout à fait différents. Et déjà, dès les mots, on sait que c'est une intention différente pour comprendre. Mais justement, lier la totalité d'un monde cosmique, il marche au-dessus de la Terre pour aller voir ce qui se passe comme Blanqui dans les étoiles. Et lui, c'est une façon tout à fait différente. En tout cas, c'est une totalité. L'unitéisme, comme il dit, c'est une tendance. Pour autant, on ne la réalise pas, l'unité, mais on y tend. Et le plus particulier a une vocation comme ça universelle. Une universalité qui n'est plus abstraite, l'universalité de l'âme intégrale. La pluralité de toutes les âmes. Ah oui, oui, et de absolument, toutes les oui. âmes dans leur devenir. C'est-à-dire quand on aura réalisé toutes les potentialités humaines, justement. C'est ça la tâche de la destinée. Alors là, il y a aussi beaucoup à dire sur, justement, entre l'athéisme et puis le Dieu de Fourier, qui est Dieu, feu, nature, passion, c'est-à-dire une projection magnifiée de l'homme, quoi. Oui, Fourier, je pense, pose les fondements théoriques ou métaphysiques, pour moi, d'une nouvelle théologie de la transformation permanente. Oui, absolument. Hein? Donc, De nous-mêmes, nous donc- sommes différents au cours de la vie. bien sûr. On peut changer. Alors ça, Hein? justement, ça lui permet d'intégrer, de dire que la mort, c'est une transition comme une autre, après tout, parce que des morts successives, il y en a tout le temps. On oublie ce qu'on a été, donc on l'oublie à tel point qu'on est un autre individu, et par conséquent, la mort, c'est une transition. Alors là, il aura quand même des fantaisies pour essayer de la surmonter, cette mort, parce que quand et tout à coup, il se met à rêver. Mais quand il rêve, il revient très vite à la réalité. Je raconte des histoires sur les carrières indéfinies dans les ultramondes, avec des corps aromal éthérés qui traversent la matière, etc. Mais il dit, bon, tout ça, ça ne fait pas une théorie. Hein. Ben, confondons pas ça et puis ce que je raconte sur la vie du monde, les collectivités solidaires, la Terre et la vie sur Terre dont tout dépend. Et puis, si je me trompe, là, c'est très loin, je dirais errare humanum est. Mais il continue. C'est quand même digne du génie de l'homme et de la puissance de Dieu. Il lui faut la puissance de Dieu, mais il lui faut, comme Kant, les postulats de raison pratique pour réaliser la perfection. Kant, c'est la vertu, lui, c'est la perfection de la vie humaine. Et c'est sur Terre que ça se fait finalement. Alors les rêves, c'est parce que de toute façon, il reste un mystère. La mort, c'est un mystère, et on peut toujours délirer il se l'accorde tranquillement, mais il revient avec bon sens, parce qu'il a énormément de bon sens. C'est pas forcément visible tout de suite, mais c'est très réel.
proportions qu'il fait d'un lit d'aujourd'hui. Oui, absolument. Pour son époque, c'est invraisemblable. Vous savez, jusqu'au moment même de raconter que on aura un jour, il se trouve quelque part, on aura un jour une communication instantanée avec les autres fans de terre. Oui, avec les autres, oui. Voilà. Oui, Alors ça, c'est une préscience, vraiment un patron incroyable. Alors, le voilà, le beau verre. Sous tous les agendas. Voilà, vous voyez. Est-ce que vous pouvez nous le montrer là une seconde, Oui. un instant? Et vous ferez la première photo. Théorie, pardon, je vais regarder. Théorie. Justement, attendez, je vais vous montrer la photo de lui. Voilà, après, voilà. Ah oui. Ah, Alors ça, c'est un tableau qui était chez Breton et dont il disait que c'était un portrait. J'en suis pas tout à fait sûr.